Donc bienvenue dans le tout premier podcast entrepreneur des 3 libertés. Donc c'est vraiment la première fois que je fais ce format-là. L'idée c'est un petit peu de changer des vidéos, de faire quelque chose de plus audio. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'écouter dans la voiture, l'écouter un petit peu partout dans vos tâches du quotidien. Sans forcément avoir besoin de regarder l'image, sans forcément avoir des choses qui s'affichent à l'écran. Ça va vraiment être pour être entre nous, pouvoir discuter de sujets un petit peu profonds, comme par exemple l'entrepreneuriat, le manque de sens au boulot, la société actuelle et donc les problématiques professionnelles qu'on peut rencontrer, le manque de sens, le burn-out, le bore-out et cette envie peut-être de faire autre chose de sa vie, d'entreprendre, de devenir libre, d'avoir un destin professionnel qui va changer de celui de nos parents, qui ne nous convient plus. Donc voilà, je vais tout de suite fixer les règles du podcast qui sont très simples. Donc on va voir en tout premier le franc-parler. Donc là dans ce podcast, on se doit d'être direct. C'est-à-dire que je vais parler directement des choses. Je ne vais pas forcément faire du politiquement correct. Je vais dire les choses comme elles sont vraiment, comment je les ressens personnellement et de ce que j'ai constaté de mon expérience personnelle sans filtre. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que ça va être du franc-parler. Ça va être vraiment du direct. Donc là, vous allez être directement branché à ma réalité et à la réalité de beaucoup d'entrepreneurs auxquels j'ai eu l'occasion de discuter, de rencontrer dans ma vie. Deuxièmement, on va voir de la pure réalité, donc pas de fausses promesses, pas de faux discours, il n'y a rien qui va servir mes intérêts. Je ne vais pas essayer de vous faire croire des choses, je vais juste vous dire la vérité. On va être vraiment dans quelque chose d'honnête, d'authentique que vous allez sûrement pouvoir approuver dans le sens où c'est des choses que beaucoup de gens vivent au quotidien. Et enfin, ce podcast va être participatif, c'est-à-dire que je vais faire venir des gens, interviewer des personnes qui sont dans ce milieu-là, qui ont vécu des expériences difficiles, qui ont atteint la liberté financière, qui aujourd'hui ont décidé de changer de vie. Donc vraiment, ça va être le but du podcast, de discuter tranquillement. C'est comme si on était entre amis autour d'un verre. On discute, on ne se prend pas la tête, il n'y a rien de très sérieux dans le sens où on ne va pas être à la radio, ça va être très simple. Donc voilà, les règles sont posées. Je vais juste vous présenter le concept des 3 libertés et on va attaquer pour ce podcast assez particulier qui va être un petit peu la présentation de mon parcours et les problématiques que j'ai rencontrées qui vont probablement vous parler beaucoup. Donc le but de ce podcast, c'est d'aider les jeunes actifs qui en ont marre du salariat à générer des revenus passifs pour s'émanciper du salariat et atteindre la liberté financière. Donc dans ce podcast, je vais vous raconter mon histoire, je vais vous partager ce que j'ai vécu, les déconvenues, les tristesses, les peurs, les problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle de jeune actif dans le milieu du web marketing, donc du web en général. Et je vais aussi vous partager les solutions que j'ai trouvées, le mindset que j'ai fait évoluer grâce à cette expérience et comment aujourd'hui vous allez pouvoir finalement prendre des raccourcis pour devenir libre financièrement et rapidement vous émanciper du salariat. Donc je commence un petit peu par le tronc commun, comment ça s'est passé dans ma vie. Donc comme tout le monde, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études sous la pression de mes parents. Voilà, mes parents m'ont toujours dit fais des études mon fils parce que ça te permettra d'être plus efficace, d'être recruté par des entreprises, de pouvoir réussir ta vie. En fait, on m'a toujours dit que réussir sa vie, c'était équivalent à avoir un diplôme. Et évidemment, j'ai cru mes parents parce que mes parents, c'est des personnes bien qui m'ont conseillé et qui ont eux-mêmes connu finalement les mêmes problématiques. Sauf que la société a évolué, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte et nous non plus. Donc, sous la pression de mes parents, j'ai eu un bac plus 3. Chef de projet web. Donc voilà, qui est quelque chose quand même d'assez tendance dans le sens où il y a des débouchés, il se passe des choses, tout ça. Et je me suis retrouvé évidemment avec un crédit de 15 000 € sur le dos parce qu'évidemment c'était une école privée, parce que le secteur public n'enseigne pas ces nouvelles matières qui sont très récentes. Donc voilà, j'ai failli faire du droit. J'ai failli faire du droit par défaut tout simplement parce que le conseiller d'orientation du lycée était absent. Quand je lui demandais des conseils, c'était très marrant. Il me disait qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Donc je disais j'aime bien les maths. Et il me disait ok, deviens statisticien alors. On m'expliquait simplement que je pouvais être salarié, c'était la seule option que j'avais. Et je devais trouver dans quel type de salariat je voulais m'insérer. Mais jamais on ne m'a parlé d'entrepreneuriat, jamais on m'a parlé de liberté financière, on m'a toujours parlé de salariat. Donc j'ai fini par croire que c'était la voie royale et du coup j'ai fait des études en ce sens, donc 3 ans d'études pour devenir chef de projet. Voilà, donc mon bachelor chef de projet, c'était quand même des études qui étaient intéressantes. J'ai appris le management, donc tout ce qui est gestion de projet d'une équipe, du print, du design graphique, de l'identité de marque et de l'utilisation de la suite Adobe. J'ai aussi fait de la vidéo, donc j'ai appris à manipuler le logiciel de montage, ce qui me permet aujourd'hui de savoir faire de la vidéo, maîtriser le matériel, écrire des scripts,
Également, j'ai fait du web design et du développement web, donc j'ai appris à intégrer en HTML, CSS, mais aussi à programmer en PHP et SQL. Et enfin, la partie majeure de cette filière-là, qui était le marketing. Donc j'ai fait de la stratégie web, du marketing, du web marketing, de l'audit et du benchmark. Donc j'ai vraiment fait du marketing de manière scolaire. Là, on était vraiment dans du market très scolaire, donc que des outils et finalement très peu de pratiques. Et je me suis rendu compte avec le temps que le marketing réel et le marketing scolaire est totalement différent, et ça il faut le comprendre aussi. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai été un pur produit de l'éducation nationale. J'ai fait tout ça évidemment pour éviter un chômage qui était de plus en plus présent. On est dans des sociétés qui finalement nous apprennent que le chômage est en hausse. On est un petit peu la génération de la crise des subprimes qui a entraîné énormément de chômage, beaucoup de personnes qui sont dans une pauvreté extrême. Donc on est un petit peu dans une société anxiogène où aujourd'hui on fabule sur le CDI, mais surtout le CDI est de plus en plus rare. On nous dit si tu as un CDI, tu as réussi ta vie, ça sera génial, tu devras faire des courbettes au patron. Et le problème de ça en fait, et notamment dans le secteur du web marketing, ça doit être le même dans le secteur bancaire et compagnie, c'est qu'il y a énormément de candidats pour des postes de ce type-là, et qu'il y a une forme de nivellement vers le bas. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir les employeurs qui vont recruter des alternants, des stagiaires, justement pour être totalement rentables, parce qu'ils vont vouloir dépenser le moins de charges patronales possible, donc ils vont passer par des statuts avantageux pour eux. Donc forcément pour nous, c'est précaire, parce qu'on gagne 1 000 € par mois en alternant et on gagne 500 € en stagiaire. C'est pas avec 1 000 € qu'on va rembourser nos crédits de 15 000 €, et c'est pas avec 1 000 € qu'on va vivre tout court en fait. Donc, on est dans une société qui fabule le CDI. Il y a des employeurs qui profitent justement de ce côté-là un petit peu précaire. Et de l'autre côté, on a une forte concurrence, malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de postes. On a une forte concurrence qui fait que, évidemment, les personnes qui cherchent des tafs, eux aussi se nivellent vers le bas parce qu'ils se disent écoute, il n'y a pas beaucoup de travail, donc je vais accepter de payer 1 500 € net par mois, alors que j'ai un bac+3, un bac+5. Et que finalement, à 300 € près, il aurait presque fallu rester au SMIC dans une autre branche. Ça aurait été plus rentable sur le long terme. Donc comment se sont passées mes premières expériences salariées? Écoutez, comme tout le monde, j'ai commencé avec un stage. Donc je travaillais dans une société qui avait créé un pansement révolutionnaire, un pansement qui tenait sous l'eau, le premier qui tenait vraiment sous l'eau. Et je ne vais pas citer l'entreprise pour des raisons de confidentialité évidentes, mais j'arrive dans des locaux miteux, dans une ville miteuse, avec une équipe inexistante. J'étais tout seul dans une salle avec des cartons et sans rigoler, c'était en 2013. J'avais un ordinateur qui tournait sous Windows XP, donc voilà, avec l'écran cathodique, mais j'exagère rien, c'est vraiment ça qui s'est passé. Voilà, donc j'arrive avec un ordinateur obsolète, pas de logiciel évidemment, aucune compréhension de mon métier par le gérant qui cherchait juste quelqu'un pour faire de la pub pour son produit. Donc je ne lui en veux pas, mais évidemment quand on arrive et qu'on est un stagiaire, on a besoin d'avoir un maître de stage. Et mon maître de stage ne m'a rien appris, c'est moi qui lui apprenais des choses. Évidemment, moi, ça me convenait très bien parce que j'avais la chance de pouvoir faire un stage, contrairement à mes amis qui n'en avaient pas forcément. Et ça me permettait de valider mon année, qui c'était une étape obligatoire. Donc, c'était plus par obligation que je le faisais que par réel intérêt pour cette entreprise. Donc, j'ai eu quelques projets qui ont été intéressants, évidemment. J'ai quand même appris certaines choses, par exemple à faire un article Wikipédia, à faire de la rédaction, à faire mes premiers pas dans le design graphique, donc des visuels. Et j'ai très rapidement monté en compétences, ce qui a été très favorable pour moi. Et j'ai commencé vraiment à avoir une vision un petit peu d'ensemble, d'autant plus que je ne l'ai pas précisé, mais j'étais une personne vraiment qui était très impliquée dans le web. J'ai fait ces études, mais c'était quelque chose que j'aimais depuis longtemps. Le web, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné depuis toujours. Je savais déjà monter des vidéos, coder, bien avant de faire ces études-là. Donc on va dire que j'avais déjà des grosses bases qui m'ont permis vraiment de me faire recruter dans plusieurs entreprises. Voilà, donc après mon stage, j'ai trouvé un deuxième stage donc d'assistant web marketing dans une société qui éditait un site d'avis, donc un site de type TripAdvisor. C'était le TripAdvisor français. Donc voilà, en fait, l'idée c'était de faire remonter le site qui avait perdu une grande majorité de son trafic suite à une pénalité de l'algorithme de Google. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de remonter dans les résultats de recherche, de faire de la publicité pour redonner une deuxième vie à ce site. Et il se trouve que ça a tellement bien marché, j'étais tellement bien intégré dans cette équipe-là que j'ai été recruté en alternance. Donc j'ai travaillé 1 an et 3 mois dans cette entreprise, ce qui m'a permis vraiment de faire mes premiers pas. L'équipe était beaucoup mieux, j'étais avec des gens finalement qui connaissaient le métier, donc j'ai pu évoluer beaucoup plus rapidement et commencer à faire mes premiers pas dans le web et à vraiment prendre du plaisir dans ce domaine-là. C'est là où j'ai vraiment eu mes premiers pas. Mais rapidement, j'ai fait le tour de mon poste. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait 10 fois le même visuel, que j'avais 10 fois fait des stratégies,
Au bout d'un moment, j'arrivais à un stade où je me disais, bon ok, maintenant tu es arrivé à un stade où tu stagnes, au bout d'1 an et 3 mois dans un poste, on commence à faire le tour, d'autant plus que ça va très vite dans le milieu du web. Donc j'étais là, je me disais, mais quel est mon futur dans cette entreprise? Comment je vais pouvoir finalement me renouveler pour garder cette motivation intacte? Coup de théâtre et bonne nouvelle pour moi, le site étant un petit peu en berne et commençant un petit peu à devenir obsolète, on a décidé de créer une startup tous ensemble. Donc le gérant de cette entreprise a décidé de me garder pour lancer une nouvelle startup. Et là évidemment, ça m'a ouvert un avenir brillant. J'ai été à 22 ans associé à une startup et je vivais un peu mon rêve américain à la française. Donc évidemment, ça peut paraître être un Eldorado, mais évidemment, il fallait que je mette de l'argent de ma poche, ce qui est logique. Il fallait également que je sois très impliqué dans cette structure. Je travaillais à des horaires qui défiaient tout CDI, donc c'était vraiment des horaires de 8h du matin à 19h le soir. Voilà, l'idée c'était vraiment de beaucoup travailler pour lancer une startup et donc plus tard avoir des rentrées d'argent intéressantes. Évidemment, c'était trop beau pour être vrai et j'ai commencé à avoir mes premières déconvenues à ce moment-là parce que je n'étais pas salarié par cette entreprise, j'étais freelance, mais je travaillais comme un salarié. Donc ça s'apparentait à du salariat déguisé, c'est-à-dire que j'étais salarié avec tous les devoirs du salarié, c'est-à-dire de venir tous les jours, d'avoir un salaire fixe, etc. Mais je n'avais pas les avantages du salariat, c'est-à-dire la protection médicale. Voilà, si j'étais malade, ben, je n'étais pas payé. Si d'un coup j'étais au chômage, j'avais aucun chômage. Je ne cotisais pas pour le chômage justement. Je n'avais droit à rien. J'avais juste évidemment la retraite, mais ça c'est normal. Mais je n'avais pas de congé payé, j'avais rien. Donc si je voulais prendre 2 jours pour me reposer, prendre un week-end, aller n'importe où, c'était impossible pour moi parce que je passais d'un salaire de 1 600 € net à 1 300, 1 200. Et étant donné que je remboursais encore mon école, c'était impossible pour moi de pouvoir me passer de 300 € à cette période de ma vie. Donc j'étais incapable de prendre des congés payés, c'était pas possible, je ne cotisais pas pour ça. Donc je commençais à me fatiguer. J'ai eu des difficultés à joindre les 2 bouts sans craquer, tout simplement parce que j'étais constamment sous le joug de la peur de manquer d'argent, parce que dès que je voulais prendre des congés pour me reposer, parce que c'est humain de vouloir se reposer, travailler 2 ans sans faire une pause, c'est impossible. Et j'avais une pression psychologique qui était énorme, tout simplement parce que je ne pouvais pas prendre de pause. Et quand j'en parlais à mon équipe, c'était malheureusement des incompréhensions, parce que malgré que j'étais associé au gérant d'entreprise, j'étais toujours son employé à ses yeux, ce qui veut dire que je n'avais pas la possibilité de faire ce que je voulais. Un associé peut prendre des congés quand il veut, il peut travailler quand il veut. Moi, j'avais des horaires à respecter, j'avais un cadre à respecter, alors que mon gérant, quand il était fatigué, il venait pas travailler pendant 2 jours et personne ne lui disait rien. Pourtant, il était associé comme moi. Il avait certes plus de parts, mais il était associé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon gérant lui-même a eu un mini burn-out qui a fait qu'il est tellement stressé par le fait que cette entreprise ne marche pas, ce que je peux comprendre, tellement stressé par le fait de sortir autant d'argent pour cette nouvelle entreprise, qu'il ne venait plus travailler et il a commencé à mettre tout le poids de cette entreprise sur le dos de ses employés, dont moi. Et on a été donc on était 4 associés au total, en le comptant lui, donc il restait 3 personnes. Et sur ces 3 personnes, il y a eu tout le poids de la startup qui s'est reposé. Le truc, c'est qu'il y avait le responsable commercial qui était une personne qui s'occupait simplement de la relation client. On avait le responsable développement qui s'occupait de créer le site internet, donc ça encore, ça allait. Mais moi, j'étais vraiment la personne la plus centrale dans l'entreprise. Sans vouloir me lancer des fleurs, mais c'était le cas. J'étais responsable marketing et en tant que responsable marketing, tout l'avenir de la startup, tout l'avenir du site reposait sur mes épaules parce que j'étais le seul à faire des actions qui ramenaient du monde sur le site. Alors évidemment, j'avais des budgets qui m'étaient alloués, mais j'étais le seul à faire ça. Donc évidemment, j'avais une pression psychologique qui était énorme et malheureusement, j'ai rapidement fait un burn-out parce qu'à mesure que je me fatiguais, mon gérant me faisait des réflexions de plus en plus grosses en disant que j'étais un fonctionnaire, que je ne travaillais pas, que je n'étais pas assez efficace, alors que le soir à 23h, quand quelqu'un envoyait un mail, j'étais obligé de répondre, alors que j'étais obligé de rester au bureau à des heures incroyables, alors que lui pouvait partir pendant 3 jours sans donner de nouvelles. Donc voilà, j'étais vraiment le seul finalement à être totalement dans le stress permanent par rapport à ma mission. Et personne ne me soutenait, tout le monde se reposait sur moi en me disant « Allez, tu peux y arriver », tout ça. Sauf que au bout d'un moment, gérer une startup tout seul, ça ne se fait pas, ça ne marche pas. Donc voilà, et pour couronner le tout, je me suis rendu compte avec le temps que le contrat d'associé était bidon. C'est-à-dire que même si je l'avais signé devant un avocat, le contrat disait que j'aurais des parts à
N+2, donc c'est-à-dire à 2 ans après la création de la startup, sur un objectif financier, objectif qui était totalement irréalisable. C'était de faire 100 000 euros en 1 an et 200 000 en 2 ans. C'était impossible. Faire 200 000 euros en 2 ans quand on est une nouvelle startup, c'est littéralement impossible, dans le sens où le succès n'est jamais aussi rapide. 200 000 euros à 5 ans, ça paraît possible, mais 200 000 euros à 2 ans et 100 000 euros à 1 an, ça paraît énorme pour une startup qui vient de démarrer, qui n'existe que depuis quelques mois. Donc le contrat aurait été invalidé dans tous les cas et je n'aurais pas été associé de la société, j'aurais simplement été un salarié déguisé qui se sera fait exploiter. Et c'est exactement ce qui est arrivé parce que je suis arrivé au bout de mes limites psychologiques quand je n'arrivais plus à aller travailler sans avoir la boule au ventre, quand je me sentais extrêmement mal avant d'aller travailler. Je me suis dit ok, là c'est le moment de partir parce que tu es en train de te détruire la santé, tu es en train de te détruire tout court. Et ça commençait à s'envenimer avec mon équipe qui commençait à me reprocher tout et son contraire. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes de l'équipe qui sont parties, 2 associés sur 4. Donc, le responsable commercial a également craqué face à la pression. Et je me suis retrouvé du coup au chômage. Donc là, petite partie de sable mouvant, le moment où j'ai dû vraiment faire un break, j'ai dû me reconstruire. J'ai eu une expérience assez catastrophique qui m'a enlevé beaucoup de confiance en moi. C'était une personne que j'estimais beaucoup, le gérant d'entreprise, qui m'a quand même beaucoup détruit parce qu'il m'a reproché énormément de mots. Il m'a donné des idées négatives sur le CDI, donc à savoir de travailler jour et nuit, de ne pas pouvoir prendre de congé, d'être un profiteur si on ose demander un jour off payé. Voilà, parce que j'avais que les inconvénients mais pas les avantages comme je vous disais. Et du coup, j'ai persisté un petit peu dans cette mauvaise idée et j'ai mis beaucoup de temps finalement à me reconstruire suite à ça. Donc je me mets à mon compte, je commence à bosser pour des clients en freelancing, mais je me retrouve un petit peu dans la même configuration, le même problème. Je dois trouver des clients en plus. Je dois toujours être à la recherche de clients. Bon, ça évidemment, c'est le lot de tous les freelances, c'est pas grave. Mais rapidement, je me rends compte que les clients ne comprennent pas mon métier. Donc je suis community manager pour eux, je travaille, mais les résultats ne sont jamais à la hauteur. Ils sont toujours en train d'essayer de réduire les coûts, donc de nous payer au lance-pierre. Ils me disent oui, mais j'ai trouvé quelqu'un qui fait le même travail que vous pour 100 euros par mois, alors que c'est plusieurs heures de travail. Donc je suis dans un milieu précaire où les gens finalement se remplacent comme une paire de chaussettes, tout simplement parce qu'on peut toujours trouver moins cher. Et je peux comprendre cette logique financière. Mais du coup, il n'y a pas de logique de confiance, de vraie performance parce qu'on ne laisse pas le temps aux gens de faire leurs preuves. Et même quand on fait ses preuves, on se fait reconduire tout simplement parce que ce n'est pas un budget qui est très important pour eux. Quand je travaillais pour des restaurants, ils ne comprenaient pas vraiment à quoi servait mon expérience malgré qu'ils m'aient engagé. Et rapidement, ils se séparaient de moi en se disant non mais en fait, Facebook ça ne sert à rien, on arrête. Rapidement également, je manque de sens tout simplement parce que je fais des actions qui sont très chronophages. Je fais des reporting dans des tableaux, je fais des publicités et je regarde les taux de conversion et je essaie de les améliorer à chaque fois. Donc je fais un taf qui est quand même très redondant, un taf qui n'est pas forcément intéressant. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Moi, je ne vois pas la couleur de l'argent que je génère. Alors évidemment, je touche un salaire, mais je le fais et je ne trouve pas de sens à ma mission. Je suis là, je me dis mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que ça te plaît vraiment ? Donc je fais vraiment les choses simplement pour l'argent, pour vivre, mais ça ne me passionne pas. Je n'ai pas la flamme qui me passionne, qui me dit ok, ce que tu fais, tu l'aimes, tu le fais vraiment, c'est intéressant, ça t'apporte quelque chose. C'est un petit peu ce que je racontais dans un de mes mails avec l'économie primaire, secondaire et tertiaire, qui dit que l'économie primaire, c'est l'économie où on cultive des matières premières, par exemple du blé. Les matières secondaires, c'est quand on prend ces matières et qu'on les transforme. Donc par exemple, créer du pain avec du blé, ça c'est une économie secondaire. Et enfin, on a l'économie tertiaire qui est plus spirituelle. Ça va être tout ce qui va être logistique, statistique, qui va être conseil, marketing, tout ce qui va être finalement pas palpable. Et on n'a pas l'impression de servir directement la société parce que si on supprimait nos métiers, le monde n'arrêterait pas de tourner. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. La plupart des gens s'en rendent compte une fois qu'ils commencent leur carrière et qu'ils ne trouvent plus de sens. Mais plein de gens commencent des professions qui sont donc dans le tertiaire, la banque et compagnie. Et puis une fois qu'ils sont dans leur bureau, à chaque fois à essayer de vendre des assurances, ils se disent mais pourquoi je fais ça ? Est-ce que j'ai une légitimité dans ce monde ? Qu'est-ce que je vais laisser quand je serai à la retraite ? Est-ce que les gens se rappelleront de moi en bien ou en mal ? Est-ce que je pourrais me regarder dans un miroir et me dire que ce que j'ai fait, ça m'a apporté sincèrement quelque chose ? Ça a apporté sincèrement quelque chose à la société ? Est-ce que j'ai aidé mon prochain ? Il y a plein de questions existentielles qui arrivent rapidement et on peut penser quand on n'est pas dans ce milieu-là que c'est du luxe, un problème de riche, mais au final c'est quelque chose qui nous touche très profondément, peut-être beaucoup plus que le manque d'argent, parce que le manque d'argent à la limite, on apprend à composer avec, alors que le manque de sens, ça impacte notre bonheur, ça impacte notre niveau de bonheur au quotidien, et on peut rapidement faire des déprimes, des dépressions,
parce qu'on se sent inutile, parce qu'on se dévalorise, parce qu'on est dans un métier qui ne nous apporte pas de sens. En parallèle, je commence à apercevoir des choses assez dérangeantes. Je me rends compte que mon diplôme n'est jamais demandé. On se fiche de ce que je sais faire. C'est-à-dire que quand je vais travailler pour des freelances ou que je vais travailler pour des sociétés, même en CDI, jamais on ne me demande une preuve de mon diplôme. Jamais on ne me demande mes expériences. Je me rends compte que simplement avec finalement un aplomb et des bonnes communications humaines, c'est-à-dire d'être sympathique, souriant, de les mettre en confiance, je décrochais les postes sans problème. Donc je me suis rendu compte en fait que finalement mon diplôme m'était inutile parce que tout ce que j'ai appris dans ce diplôme-là, 80% de ce que j'y ai appris, je le connaissais déjà parce que j'étais déjà passionné par le milieu. Donc au final, je me dis que sans diplôme, et donc j'aurais économisé 15 000 €, j'aurais pu faire exactement la même chose. Je ne regrette rien parce que de toute façon, toutes les expériences d'aujourd'hui m'ont amené à l'homme que je suis aujourd'hui. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'on se comprend finalement que le diplôme, en fait, que les écoles de marketing, les écoles privées finalement, sont des leurs. Pourquoi des leurs? Parce que ce sont des entreprises qui veulent faire du profit et qui profitent d'un besoin, finalement, un besoin d'être reconnu par la société pour avoir des élèves qui veulent trouver du travail. Mais on est quand même loin de l'école privée, mais on est quand même loin de l'école publique qui, malgré tous ses défauts, fait ça de manière non lucrative. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de l'argent sur d'autres étudiants, ils le font pour une mission d'intérêt public. Les écoles privées ne font pas ça, elles surfent sur la vague pour répondre à des besoins de travail, mais bien souvent, ce qu'on y apprend n'est pas à la hauteur de ce qu'on a payé. Donc à ce moment-là, je me rends compte que je suis vraiment recruté sur mes passions, que je suis recruté sur ma qualité humaine et pas sur mes diplômes et mes expériences. Du coup, en parallèle, qu'est-ce que je fais? Je commence à m'instruire. Je me dis, ok, je vais suivre des formations pour réussir à m'émanciper de tout ça et pouvoir moi aussi croquer ma part du gâteau sans forcément être dans le schéma du diplôme CDI. Je commence à lire des livres et ce qui est criant de vérité, ce qui est incroyable pour moi, c'est une révélation mais folle, c'est que j'apprends plus d'un livre à 9 € sur Amazon que de 3 ans d'études avec des professeurs dont je ne sais rien. Des professeurs qui m'apportent certes leur bagage, mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que je veux apprendre. Le marketing est très scolaire, alors que dans les livres, je vois du marketing très pratique qui dit des fois des choses inverses avec ce que j'ai appris. À l'école, on m'a appris à faire d'énormes travaux de recherche pour vérifier si un projet fonctionne. On m'a appris à faire des études de marché qui étaient extrêmement longues. Alors que dans les livres, on m'a appris que les études de marché, ça devait prendre maximum 2 heures et on devait tout de suite tester le concept. Et que tant qu'on ne testait pas un concept, on ne pouvait pas savoir si ça fonctionnait. À l'école, on m'a appris à créer un produit et à le vendre. Dans les livres, on m'a appris à trouver le besoin de quelqu'un et lui vendre une solution sur mesure. Bref, je me rends compte que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des études, on n'a pas besoin de se faire former par des profs, on a besoin d'apprendre des gens qui savent, c'est-à-dire des gens qui créent des livres, des gens qui font des formations, des gens qui sont dans la pratique, qui réussissent eux-mêmes. Combien de profs en marketing ont des business qui marchent? 1, 2, 0, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des profs n'ont pas réussi dans le domaine du marketing. Donc, qui sont-ils pour me donner des cours de marketing? Voilà, donc j'ai vraiment une ouverture d'esprit qui se crée. Je me dis, ok, je peux apprendre ce que je veux, quand je veux, tant que je suis autodidacte. Je suis maître de mon destin, je suis maître de mon apprentissage. Et ma mission, ça va être d'apprendre au quotidien pour devenir meilleur et pouvoir enfin faire ce que les gens font, c'est-à-dire être libre, travailler pour eux. Je veux devenir un patron. Quand je dis un patron, c'est pas avoir une équipe et ouvrir une entreprise, c'est je veux être à la place de mon patron parce que mon patron n'est pas plus intelligent que moi, parce que mon patron n'est pas mieux que moi, parce que mon patron n'est pas forcément plus éclairé. C'est juste qu'il a eu peut-être de la chance ou peut-être des qualités qui l'ont poussé à être là. Mais je ne veux pas être un salarié, je veux sortir de la rat race, je veux sortir du moule, je veux sortir de ce que les gens m'apprennent au quotidien. J'en ai marre d'être un produit du système et à suivre le schéma classique qui me met dans le malaise régulièrement par rapport à mes expériences passées. Et à ce moment-là, un ami me conseille un livre que j'adore, dont je vous ferai une vidéo bientôt, qui s'appelle La révolte des premiers de la classe. Donc pour vous la faire courte, c'est un livre qui recense un petit peu des statistiques sur une étude sociétale qui a été menée par quelqu'un il n'y a pas longtemps, qui dit en fait que la plupart des gens qui sont dans les professions tertiaires, donc des professions qui sont dématérialisées, qui n'apportent rien de spécial à la société d'un point de vue direct, sont des gens qui vont très probablement faire un burn-out rapidement. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils font un burn-out,
ils se sentent totalement perdus et ils ont besoin de soutien, de support. Et pour la plupart de ces personnes, ils finissent dans des professions qui n'ont rien à voir. Par exemple, une personne qui va faire du marketing va terminer policier pour avoir du sens à sa vie. Une personne qui va faire du commerce va terminer maraîcher dans un marché parce qu'il va avoir, si vous voulez, le sentiment de servir en nourrissant la population. Il y a un regain d'envie, un regain d'intérêt pour les métiers qui sont aujourd'hui considérés comme des métiers de gens qui ont échoué, donc des métiers d'artisans, des métiers de plombiers, des métiers des métiers qui sont plus manuels, et les métiers manuels aujourd'hui sont malheureusement très décriés, mais ils reviennent à la mode parce qu'on trouve plus de sens en réparant les canalisations de sa voisine plutôt que de faire des tableaux Excel dans lesquels on analyse des chiffres, tout simplement parce que la voisine, quand vous lui avez changé le robinet, ça va fonctionner à nouveau et vous avez l'impression d'avoir accompli une mission de A à Z. Alors que quand vous êtes dans un bureau, quand vous remplissez le tableau et que vous devez le remplir tous les jours, vous n'avez pas l'impression d'avoir accompli un projet, vous avez l'impression d'avoir fait une tâche de rat dans un laboratoire. Et donc pour conclure ce podcast, le renouveau. Donc je retrouve un CDI pendant 2 ans en tant que chef de projet web. Donc là, je retrouve un CDI parce que j'avais pas encore assez d'expérience pour pouvoir vivre de mes rentes, pouvoir vivre de mon business. Donc je retrouve un CDI en me disant bon ok allez maintenant que tu es guéri, tu as passé ton traumatisme de la dernière expérience, repars sur une base saine, mais cette fois-ci ne fais pas les mêmes erreurs, fais-toi respecter, montre tes limites, fais les choses bien. Donc je me dis bon ben ok, je trouve un taf, ça se passe super bien au début, vraiment l'équipe est en or, vraiment cool, je me sens à mon aise, vraiment bien, une bonne ambiance tout ça, ça se passe très bien au début, mais rapidement les affres du salariat reviennent rapidement et je me rends compte que toutes les sociétés que j'ai faites avaient ces caractéristiques communes. Ça ne veut pas dire que les patrons sont des méchantes personnes, mais quoi qu'on fasse, on subit cette culture dans le salariat qui est notamment le présentéisme bien français. Donc le présentéisme, qu'est-ce que c'est? C'est arriver avant l'heure de départ de son contrat et partir après l'heure de départ. Donc par exemple, si mes horaires c'est 9h-17h, eh ben, je vais faire 8h50, 18h. Donc je vais offrir 1h10 de travail à mon patron pour montrer que je suis une personne bien, pour montrer que je mérite une augmentation, pour être finalement bien vu de ma hiérarchie. Et malheureusement, ce sont des choses qui vont ruiner des personnes parce qu'on n'arrive plus à faire la part entre la vie perso et la vie professionnelle. Et les patrons trouvent que c'est normal de faire ça. C'est-à-dire que le jour où vous allez arriver à 9h05 au lieu de 9h, vous allez vous faire taper sur les doigts, même si la veille, vous êtes resté 2 heures de plus. Donc voilà, il faut comprendre que c'est vraiment dans la culture française ça se passe comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne supportais pas. On m'a souvent demandé de rester plus longtemps au boulot. J'ai toujours refusé justement pour me faire respecter. Mais ça me mettait dans la case des branleurs alors que je respectais à la lettre les heures de mon contrat, mais que surtout je faisais du travail de qualité pendant mes heures de travail. Je ne parlais pas beaucoup, j'étais pas tout le temps en train de discuter avec mes collègues, mais par contre je travaillais, alors que certains restaient jusqu'à 19h, mais en l'occurrence ils parlaient pendant 2 heures dans la journée, ils allaient aux toilettes 5 fois, ils allaient fumer des cigarettes et compagnie. Ensuite, j'ai fait face au manque de communication de ma hiérarchie, donc des personnes qui ne parlent pas mais qui vous reprochent ensuite de ne pas avoir fait certaines choses. Malheureusement, c'est souvent comme ça, le manque de communication c'est un petit peu ce qui ruine toutes les équipes. Et enfin, on avait l'incompréhension de mon métier, donc des personnes qui ne comprennent pas mon métier et quand on leur explique, qui ne font pas d'efforts pour finalement le comprendre ou nous faire confiance, qui veulent vraiment tout contrôler alors qu'ils n'y comprennent rien. Et donc, on se retrouve un petit peu pieds et mains liés. On connaît notre métier, on connaît finalement ce qu'on doit faire, mais on ne peut rien faire et en plus, on a d'autres problèmes de pression de la hiérarchie. Donc, je me suis rendu vite compte que l'esprit startup dynamique, c'était une prison. Une prison parce que c'était très sectaire, il fallait adhérer et refuser limite d'avoir une vie personnelle. Alors il y avait des avantages non négligeables, la sécurité de l'emploi, j'ai fait un voyage d'affaires pour nous remercier de notre implication qui était très sympa, j'ai rencontré des gens formidables. Le salariat, il n'y a pas tout qui est acheté, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que ce modèle-là ne me correspondait pas, ne me permettait pas d'être heureux dans le monde du travail. Voilà, le sens me manquait encore. Je me rendais compte que malgré le bon salaire que j'avais négocié, je n'étais pas heureux parce que le soir, quand j'entrais chez moi, je me sentais vide. Au lieu de me sentir plein et d'avoir réalisé des choses, je me sentais vide, je me sentais inutile. Je me disais, demain va encore être une journée inutile, tu vas rien apporter de plus, tu vas encore avancer un projet qui va probablement jamais aboutir. Donc, je me suis rapidement senti mal. Alors moi, ce que je pense, c'est que vraiment, c'est générationnel. C'est-à-dire qu'à l'époque, nos parents, ils ont connu l'ascenseur social. Moi, je vois à l'époque de ma mère et mon père, qui est juste la génération précédente, qui sont nés en 1970, ils ont connu l'ascenseur social. C'est-à-dire que quand on rentrait dans une société, on pouvait évoluer dans cette société, on pouvait vraiment grandir et finalement
monter en échelon, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne dis pas qu'aucune société nous fera monter, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué de monter en échelon. Aujourd'hui ce qu'on fait c'est souvent 2 ans dans une boîte, puis on se refait recruter à un poste supérieur dans une prochaine boîte. Mais de mon expérience personnelle, dans ce secteur-là très précis, on est un petit peu bloqué dans sa case et on recrute très souvent en externe plutôt que de faire de la promotion interne. Donc malheureusement on peut vite se sentir comme un poisson dans un bocal et les gens qui ont de l'ambition peuvent se sentir très vite piégés. Voilà, tout ça c'est un esprit qui est partagé par les gens de ce monde-là, donc la banque, la logistique, les statistiques, etc. Et à ce moment-là, je commence à me former en masse sur des trucs qui m'intéressent vraiment. Donc la liberté financière, je découvre des podcasteurs comme Antoine BM ou Stan Lou qui vraiment m'ouvrent la voie, une autoroute par rapport à mes croyances. Et un nouveau monde s'ouvre à moi en fait. Je suis en train de supprimer toutes mes croyances négatives que j'ai apprises tout au long de ma vie. Donc c'est-à-dire le salariat c'est le modèle phare, il faut faire des études pour réussir, 2000 € par mois c'est un salaire excellent. Donc voilà, en fait je commence à me sortir toutes ces idées négatives de la tête et je commence à me rentrer des positives. Donc tu peux devenir libre financièrement, voici comment gagner de l'argent, etc. Et à ce moment-là, je commence à me lancer et j'écris un livre, un e-book que je vends sur Amazon. Et je me dis, bon, peut-être que ça va marcher, on verra bien. Je me déconnecte et un mois plus tard, je me reconnecte et je vois que j'ai fait 4 ventes sans rien faire. Et là, à ce moment-là, j'ai pété une croyance. Je me dis, ok, tu as mis un livre sur Amazon au hasard, sur une niche au hasard, et tu fais 4 ventes en un mois, ce qui m'avait rapporté 20 modestes euros. Mais je me dis, waouh, 20 € sans rien faire, alors que c'est 2 heures de travail dans le salariat, il y a quelque chose à faire. De fil en aiguille, j'ai créé plus d'une dizaine de livres qui aujourd'hui me rapportent un SMIC. Ce SMIC, il me permet de vivre sans travailler, il me permet d'être libre de mes passions, libre de travailler chez moi sans devoir rendre compte à un patron. Et aujourd'hui, j'ai créé d'autres moyens de générer de l'argent, dont je parle notamment dans ma playlist Générer de l'argent sur Internet. Donc je vais vous mettre un petit lien qui va s'afficher ici en haut à droite. Et donc, ces moyens-là, ils me permettent finalement de compléter mes revenus et j'arrive à un revenu très intéressant au final qui me permet de vivre de ma passion et d'être libre financièrement. Comment pourrais-je aujourd'hui revenir en arrière? J'ai atteint la liberté totale, la liberté financière. J'ai besoin de personne pour gagner mon argent. Géographique, je peux travailler autant de chez moi, de mon bureau. Là, je suis dans mon bureau tranquille, au soleil. On est jeudi 16h40, voilà, tranquillement. Je peux travailler d'une terrasse de café. Je peux travailler à l'autre bout du monde. Je suis libre de où je réside géographiquement, physiquement. Et je suis libre de le faire quand je veux. Si je veux travailler à 4h du mat, je travaille à 4h du mat. Si je veux travailler à 6h du matin, je travaille à 6h du matin. Peu importe, je travaille à l'heure que je veux. Les jours où je suis fatigué, je peux me reposer. Les jours où j'ai envie de travailler, je travaille beaucoup. Mais je suis libre de mon temps et de mon argent et de ma géographie. Pourquoi c'est exaltant? Parce que ça me fait retrouver du pouvoir. Je reprends du pouvoir sur ma vie parce que l'argent donne du pouvoir. Aujourd'hui, si je veux gagner de l'argent, ce n'est pas pour devenir riche et rouler en Lamborghini. Si je veux gagner de l'argent, c'est parce que je veux être libre, parce que je veux pouvoir travailler où je veux, quand je veux, et pouvoir subvenir à mes besoins primaires, pour pouvoir profiter de ma vie, profiter de mes proches, ne plus avoir le blues le dimanche soir, pour ne plus avoir la boule au ventre quand je vais parler à mon patron, ne plus avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me donne des graines pour me nourrir et trouver un moyen de générer ces graines, de les cultiver moi-même. Voilà, autre chose, je travaille pour moi et le fait de travailler pour soi et pour quelqu'un, ça n'a pas du tout la même saveur, pas du tout. Même l'argent n'a pas le même goût, tout simplement parce que j'ai retrouvé du sens. Aujourd'hui, je sers une cause que je ne servais pas avant. Avant, quand j'étais en salariat, je devais faire monter une entreprise qui ne m'appartenait pas, dans laquelle je n'avais aucune part et je devais finalement faire gagner de l'argent à quelqu'un, enrichir quelqu'un. Et pour moi, ce n'était pas un sens suffisant. Et d'ailleurs, le fait de m'enrichir n'est pas en soi un sens, parce que si vous travaillez pour l'argent, vous ne serez jamais motivé à long terme. Je le fais pour autre chose. Je le fais sincèrement parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aider les gens. Aider les gens qui sont dans ma situation. Je me suis rendu compte à quel point cette situation m'a fait souffrir, à quel point le fait d'être salarié malheureux m'a vraiment fait du mal et je me suis souvent demandé pourquoi personne ne nous en parlait, pourquoi à l'école c'était tabou l'entrepreneuriat, pourquoi personne ne nous donne des cours de liberté financière, de finance tout simplement, comment gérer ses finances, comment ne pas finir dans le rouge. Personne ne nous apprend jamais ça et pour moi c'est un scandale et aujourd'hui ce que j'aimerais c'est vraiment aider les gens qui comme moi, des jeunes actifs comme moi qui ne sont pas heureux dans le salariat, qui se demandent comment ils vont pouvoir tenir 50 ans alors qu'au bout de 5 ans ils sont déjà au bout de leur vie, comment ces gens-là ils peuvent changer leur vie. Comment ils peuvent travailler moins pour gagner plus, travailler mieux. Comment ils peuvent apporter de la valeur et être payés pour cela. Comment ils peuvent
répondre à des besoins, enseigner, transmettre ou capitaliser leurs compétences et leurs passions pour vendre des choses à des gens qui en ont besoin et donc être libre de tout CDI. Voilà, donc le credo un petit peu de tout ce podcast-là, c'est le salariat, c'est quelque chose qui perd de la vitesse. C'est quelque chose qui va, dans les années qui suivent, devenir de moins en moins présent. Le nombre de CDI va diminuer parce que les jeunes d'aujourd'hui, notre génération, on supporte plus. On a besoin de trouver un sens à notre vie. On n'est pas aussi résilient que nos parents. On ne supporte pas de travailler 50 ans pour la même personne. On a des besoins de liberté. On est dans un besoin de plus en plus libre. On a les mœurs qui sont en train de changer et le tremblement de terre a déjà eu lieu, mais on n'a pas encore eu les secousses partout. Mais en tout cas, il y a les maladies professionnelles, burn-out, bore-out qui sont en train de se développer comme la peste. Et aujourd'hui, on peut encore l'ignorer parce que ça correspond à une petite partie de la population, mais ça va en s'aggravant d'année en année. Et aujourd'hui, le seul moyen pour ne plus être malheureux dans le monde du travail, ça va être de retrouver du sens et d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà pour ma présentation, c'était un petit peu long. Je voulais vraiment expliquer en détail qui j'étais, mon parcours, pourquoi j'en suis là et pourquoi est-ce que je fais ça. J'espère que ça vous a plu. Dans les prochains podcasts, on abordera des sujets un petit peu plus profonds. On ira beaucoup plus loin dans certains sujets, donc par exemple de génération, de statistiques par rapport aux gens qui abandonnent leurs études. On va aller beaucoup plus loin dans l'analyse psychologique de ça et on va surtout trouver des solutions qui vont nous permettre de sortir de ça, sortir de cette situation difficile pour pouvoir vivre de sa passion, atteindre la liberté financière et ne plus jamais avoir de compte à rendre à qui que ce soit dans sa vie pour prendre sa retraite jeune, mais surtout pour pouvoir travailler, faire ce qu'on aime en permanence. Voilà, donc si vous écoutez le podcast sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous le regardez sur YouTube, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos régulièrement et des podcasts vont arriver régulièrement également. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes et vous allez voir, vous allez vraiment aimer le contenu qui va arriver. Et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés. Donc si vous êtes sur YouTube, je vous mets le lien en description. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner la liberté financière, géographique et temporelle et pour vous émanciper du salariat. Donc c'est un lien privilégié entre nous, des conseils que je donne seulement par mail et pas en vidéo. Donc si vous voulez aller encore plus loin dans votre émancipation du salariat, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens sont dans la description. Voilà, à bientôt pour un prochain podcast.